Salut, bienvenue pour ce Face à Pierrot du 11 août 2025. Dernier Face à Pierrot avant la reprise du championnat, ou premier Face à Pierrot de la nouvelle saison du championnat, c'est comme on veut. La première question de la semaine est de Guigui Lecomte, le poste de gardien de but, sans aucun doute celui qui a le plus évolué depuis 30 ans. Si tout semble cyclique dans le football, penses-tu qu'on puisse revenir en arrière et privilégier dans les prochaines années des gardiens qui sont d'abord des derniers défenseurs avant d'être des premiers relanceurs 11e joueur de champ? Je pense que tu as eu la réponse à ta question avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, avec un Donnarumma qui, dans les buts, n'est pas à proprement parler le meilleur gardien d'Europe au pied. Effectivement, il y a beaucoup de clubs qui cherchent maintenant des gardiens très bons au pied, ou qui puissent devenir très bons au pied. Petrovic, quand il est arrivé à Strasbourg, était pas un génie au pied. Et puis, à force d'avoir des ballons tous les matchs, il a énormément progressé. Je suis pas totalement fan de cette mode, moi, mais effectivement, je pense qu'avant tout, le rôle d'un gardien de but, c'est d'arrêter les tirs adverses. Oh là là, Stiol. D'accord. Avez-vous prévu de faire une vidéo de prono général pour la saison cette semaine? Alors sinon, pouvez-vous Oui, je vais faire une vidéo, peut-être pas de prono, mais de tendance. Je ferai ça certainement, parce que l'air de rien, avec la finale PSG Tottenham mercredi, le planning de la semaine est un petit peu serré. Donc je ferai certainement ça jeudi. Le bigot est dit. Entre Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, as-tu déjà rencontré un de ces présidents? Si oui, à quelle occasion? Alors, Mitterrand, jamais. Chirac, très furtivement au Parc des Princes. Macron, jamais. Hollande, plusieurs fois. Et celui que j'ai le plus côtoyé, c'est Nicolas Sarkozy, que j'avais rencontré à la remise de Grand Croix de la Légion d'honneur du père d'un ami, Cyril Caplier. Et puis c'est quelqu'un qui a pris de mes nouvelles lorsque j'ai été greffé, lorsque j'ai eu le Covid. C'est quelqu'un qui a toujours été très prévenant avec moi. Il m'avait reçu au siège du PR. Et voilà, c'est quelqu'un qu'humainement j'aime beaucoup, sans aller plus loin dans d'autres considérations politiques. Amadou Bokoum. Dans un entretien avec le média Carré l'autre jour, M'Banyang est revenu sur la fameuse sortie nocturne lorsqu'il était en équipe de France avec Griezmann, M'Vila, Mavinga et Ben Yedder. Entre deux matchs en octobre 2012, les jeunes Français sont allés faire la fête à Paris. Il disait qu'il ne sait pas comment ils se sont fait attraper et qu'ils étaient dans la même boîte que vous. Comment étiez-vous? Comme vous étiez présent, est-ce que c'est vous qui les avez dénoncés à la presse? Alors, Amadou, si j'avais dû dénoncer à la presse toutes les soirées que j'ai fait avec des footballeurs au moment où ils étaient pas censés y être, j'en aurais balancé plus d'un. Maintenant qu'il y a prescription, puisque ces joueurs sont à la retraite, je peux te citer Diawara, Ngoti. Donc je n'ai aucun souvenir de m'être retrouvé à cette soirée en 2012 avec ces garçons. C'est possible, mais en tout cas, c'est certainement pas moi qui les ai balancés. Ça, non, quel intérêt. Johnny Domar, la fondation néerlandaise Player Justice Foundation a porté plainte contre l'UEFA, l'accusant de violer les règles de l'Union européenne concernant les transferts à faire la Sanadiara si elle gagne n'importe quel joueur européen sous contrat pourra signer dans n'importe quel club sans que le club acheteur soit obligé de payer une indemnité de transfert. Que penses-tu de l'action de la fondation néerlandaise? Après Bosman, va-t-on assister à l'après Diarra? C'est un problème, effectivement, dont les instances du football international feraient mieux de se préoccuper plutôt que de balayer ça d'un revers de la main plus ou moins dédaigneux. Il est évident que si ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'affaire Diarra venait à déboucher sur ce que tu viens d'annoncer, ça bouleverserait de manière totale le marché. Ça aurait aussi pour conséquence de rompre cette chaîne
qui, qu'on veuille bien le dire, est quand même vertueuse. Des petits clubs qui vendent très cher des joueurs qui vont dans des plus grands clubs. Et voilà, et ça fait de l'argent frais. Il est évident que s'il y a ça et que demain un joueur de Metz explose et qui part gratos, Metz n'aura plus aucun intérêt non plus à former les joueurs. Et je pense que le problème de cette histoire d'IRA, c'est que ça risque de considérablement freiner les ambitions et les investissements des clubs dans la formation. Quand tu formes des joueurs, c'est bien évidemment pour avoir des joueurs pour ton équipe type, mais c'est aussi pour faire de la plus-value. Et effectivement, avec ça, il y aura plus de plus-value. Et je pense que c'est une très très mauvaise décision. Nordique 63. Trouves-tu normal que les championnats des petites nations, Féroé, Macédoine, Pays de Galles, Malte, n'aient pas au moins une place assurée en phase de poule de Conference League? Après les 3 tours préliminaires de Champions League, une fois éliminés de celle-ci, ils sont encore obligés de se farcir 4 ou 5 tours pour pouvoir accéder à la phase finale, alors que le 7e ou 8e gros budget a la place quasi assurée, exemple Strasbourg, qui pourrait rencontrer le championnat islandais. Le problème, c'est aussi qu'il y a beaucoup trop de clubs et de pays aujourd'hui et que tu peux pas non plus faire des compètes à rallonge et que tu es obligé d'avoir un écrémage et d'avoir quand même une sorte d'élite qui participe à tes Coupes d'Europe, parce qu'effectivement, si tu te retrouves avec le 3e du championnat des Féroé en Conference League, on est tous d'accord que ce sera un match qui n'apportera aucun intérêt à personne, y compris à eux. Si c'est pour aller en prendre 8 en allant jouer à Strasbourg ou à Nice, je vois pas bien l'intérêt. Peut-être pas transformer non plus ces éliminatoires en parcours du combattant, mais effectivement, oui, qui est quand même des barrières, quoi. Nesquik. Brest n'a finalement pas vendu autant que prévu. Un nombre de joueurs titulaires, des belles saisons passées. Ils ont fait une belle prépa, avec notamment une victoire face à Naples. Les vois-tu finir alors top 8 en Ligue 1 cette saison? Le problème, c'est que le mercato, il va durer encore 3 semaines. Et d'ici 3 semaines, Lies Melou, Camara peuvent, voire risquent encore de partir. Et il est évident que sans eux deux, déjà l'équipe n'aura pas la même allure. Donc voilà, je pense qu'il est encore un peu tôt pour dire que Brest va garder la grande majorité de ses forces vives. Sébastien, le PSG vient de recruter Ilya Zabarny, joueur ukrainien, alors qu'il a déjà Matej Safonov, gardien russe, dans son effectif. Vu le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, penses-tu que ce serait préférable pour le club de transférer Safonov ou au contraire de faire cohabiter les deux joueurs quoi qu'il arrive? Je pense que ce qui est urgent, c'est de demander à Zabarny et à Safonov ce qu'ils en pensent. Si ça leur pose un problème qui est d'un côté un Ukrainien et de l'autre côté un Russe. Quelles sont aussi les positions de Zabarny et de Safonov dans le conflit? Voilà, si un des deux joueurs estime que c'est insupportable que l'autre soit là, il faudra trouver à ce moment-là des solutions. Mais rien n'indique que ces deux joueurs n'aient pas envie de cohabiter et que finalement, j'aime assez l'idée que dans un monde, deux personnes qui participent à des pays qui sont en conflit ne soient pas forcément en conflit individuel. C'est par exemple, j'ai un peu de mal avec Svitolina qui refuse ostensiblement de serrer la main à toutes les joueuses qui viennent de Russie ou de pays sympathisants de la Russie, sans même connaître la position de la joueuse en face. Je trouve ça un petit peu extrémiste. Donc voilà, c'est surtout aux deux joueurs de savoir, et surtout aussi de faire fi de la pression médiatique qu'il pourrait y avoir si effectivement cohabitation il y avait. Guigui Lecomte. Donnarumma est donc poussé vers la sortie après un passage empreint de doute permanent jusqu'aux 6 derniers mois où il a été ultra décisif. Est-ce pour toi une injustice ou au contraire une décision mûrement réfléchie de la part du board parisien qui se base sur la globalité du passage de l'Italien et pas seulement sur ces 6 derniers mois euphoriques? Moi, je pense qu'il y a un tout dans l'histoire de Donnarumma. Il y a effectivement ça, le fait que Donnarumma a été exceptionnel les 6 derniers mois, et loin d'être exceptionnel les mois auparavant. Il y a aussi le fait qu'il ne veuille pas accepter les nouvelles conditions tarifaires du club.
et qui veut quelque part logiquement faire fructifier ces 6 derniers très bons mois. Mais je pense quand même sincèrement que Luis Enrique préfère avoir Chevalier dans les buts que Donnarumma pour l'avenir et puis pour le style du gardien, le fait d'avoir un gardien bien plus performant au pied. Donc voilà, je pense que c'est un tout qui fait qu'effectivement Chevalier va être préféré à Donnarumma. Guigui Lecomte, toujours. Paris a enfin misé sur Chevalier. Peux-tu décrypter ses qualités et la plus-value qu'il va amener à l'effectif parisien ainsi que les éventuelles incertitudes qui l'entourent? Les qualités, on le sait, c'est un gardien extraordinaire, très doué au pied, vraiment un mec qui participe au jeu. Ça, je pense que dans le football prôné par Luis Enrique, c'est quelque chose de très important. Les éventuelles incertitudes, c'est les incertitudes inhérentes d'un gardien de 23 ans qui va passer de Lille au PSG, et qu'on le veuille ou pas, c'est quand même une marche importante. Et l'incertitude, c'est qu'effectivement, cette marche soit peut-être dans un premier temps un peu haute, et que ça tende un peu le jeune gardien nordiste. Je crois pas, je pense que ce Chevalier est assez costaud pour passer outre, mais c'est une possibilité qu'on peut pas évacuer. Le Bigot est dit Toulouse est très inquiétant au niveau des matchs amicaux, peut-il être dans les clubs qui descendent la saison prochaine? C'est vrai que quand tu prends des branlées énormes en matchs amicaux, alors c'est vrai qu'il y en a une où il y avait quasiment que des jeunes, donc c'est quasiment un match qui compte pas. C'est d'ailleurs aussi le problème de ces matchs amicaux où les titulaires ne sont pas là, où les coachs font surtout des grosses revues d'effectifs. Et donc, tirer des conclusions de ce genre de match, c'est toujours un petit peu aléatoire. Mais le fait est, c'est que Toulouse a perdu beaucoup de joueurs. Siro, Abouklal, Gbo, qui est convoité par des clubs et que pour l'instant, on voit pas venir de recrues. Donc, effectivement, il y a un souci d'ambition globale du club. Mais bon, aussi un souci, et ça... c'est pas le seul, c'est un souci de moyens financiers, et les moyens financiers aujourd'hui du TFC sont très limités. Donc moyens financiers limités, ambition limitée, et forcément un début de championnat qu'il va falloir disputer avec beaucoup d'attention et de vigilance. Alors lui, il a pas de pseudo, c'est R. Selon toi, quels sont les stades de foot de Ligue 1 qui ont le plus d'âme? En clair, que selon toi, les vrais stades de foot? Alors, pour moi, il n'y a pas de stades de foot qui ont une âme, parce que on va prendre l'exemple bateau que tout le monde prend, c'est Anfield. Je veux dire, architecturalement, Anfield, c'est pas non plus un stade inoubliable. Je veux dire, on est loin du stade exceptionnel que, par exemple, peut-être le stade de Tottenham. C'est le public qui fait l'âme d'un stade, hein. C'est le public de Bollaert qui fait l'âme de Bollaert. C'est le public du Vélodrome qui fait le Vélodrome. C'est le public de la Méno qui, à l'époque, avant qu'il y ait ces grèves à la con, faisait aussi l'âme de la Méno. Bon, en France, je vais pas être original, hein, Bollaert, Geoffroy Guichard et le Vélodrome. Mais attention à ce qui se passe à Paris, parce que je pense que ce qui s'est passé avec la victoire en Ligue des Champions va probablement décupler l'ambiance de façon extrêmement importante au Parc des Princes, et je pense qu'on va avoir des grosses surprises à ce niveau-là dès la saison qui arrive. Carlito, êtes-vous toujours en contact avec les femmes qui vous accompagnaient dans l'émission 19h30 PM, en Bregondillon, Agathe Auproux, Virginie Ramel, Lucie Bacon? Pouvez-vous nous raconter le casting de cette émission et pourquoi vous avez sélectionné ces femmes? C'est-à-dire que lorsque Canal m'a proposé de faire cette émission le vendredi en access, d'abord cette émission, elle a pris un an de retard puisque je devais la faire un an avant, et puis j'étais greffé, donc je pouvais pas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'original? Je me suis dit, pourquoi pas faire un talk show avec uniquement des femmes? J'ai donc organisé un casting. Elle devait être une quinzaine à participer
à ce casting, dont 2 ex-Miss France. Comme quoi, on ne pourra pas m'accuser de les avoir choisis au physique. J'ai plus aucun rapport avec Ambre, Agathe, Virginie et Lucie, comme j'ai d'ailleurs plus aucun rapport avec personne avec qui j'ai pu travailler à l'époque. C'était pas d'ailleurs spécialement des copines, hein, c'était des filles que j'avais choisies pour leurs compétences au niveau du casting, mais bon, voilà, on se voyait pas en dehors de l'émission. J'avais juste organisé une ou deux fois un dîner après les émissions. Je trouve qu'elles se sont plutôt toutes les quatre bien débrouillées, avec en plus, faut pas l'oublier, Jessica Ouara, qui à l'époque était encore en activité, mais était blessée au croisé et qui du coup participait à l'émission. Voilà, Ambre, vous avez vu ce qu'elle est devenue à DAZN. Agathe, je crois qu'elle est en train ou qu'elle a eu un enfant il y a peu. Virginie est toujours à Canal et Lucie, je crois qu'elle a pris du galon à Combini.